Alors, je continue ma lecture, mais en sautant un énorme morceau. Bien sûr, il faut que vous le lisiez pour comprendre ce qui se passe ensuite. Et donc, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, c'est votre moment. Je commence au chapitre 3 qui s'intitule Le brouillard et la plaine, Saint-Cyprien, Santa Marina et Bochaca, avec Franco ou Negrin. J'offre ma chemise, une voiture diplomatique, l'évasion, arrivée à Perpignan. Donc, je commence non pas au tout début du chapitre, mais à la page 279, tout en bas, ça commence par Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, le soleil déchire enfin le voile de brume et parvient à faire briller ses rayons sur l'immense plaine, faisant apparaître sous nos yeux le grand décor du camp de concentration. En face de nous, entouré d'un grillage, le secteur destiné aux brigades internationales. Dans ce secteur, au fond, à droite, 2 baraquements en bois affectés à l'infirmerie sur lesquels flotte au vent le drapeau de la Croix-Rouge. À gauche, un îlot de 5 ou 6 tentes uniquement réservées aux femmes. Quelques-unes d'entre elles sont assises devant leur tente ou en train de se promener avec un bébé dans les bras. 2 ou 3 gamins courent à côté d'elles. L'entrée du camp est gardée par des Sénégalais. À l'extérieur de l'enceinte, des centaines d'autos, pour la plupart abandonnés, s'étendent comme un troupeau sur la plaine. Cependant, des milliers de personnes campent encore autour des voitures sans se décider à entrer dans la zone clôturée. Elles veulent profiter de leur liberté jusqu'au dernier moment. De nombreux feux de camp dressent leurs colonnes de fumée au milieu de la grande colonie de véhicules et des bruits confus de voix, de cuillères et d'assiettes parviennent jusqu'à nous. Les gens sont en train de préparer leur déjeuner. Des gendarmes et des Sénégalais patrouillent un peu partout. Ils surveillent le camp, mais n'obligent personne à entrer. Forcer cet énorme troupeau à pénétrer dans le camp pourrait provoquer un drame. Ils se contentent seulement de faire régner l'ordre en attendant patiemment que la faim fasse entendre raison aux plus réticents. Comme à l'extérieur, ils ne peuvent pas réclamer de nourriture. Dès qu'ils n'auront plus de vivres, et cela ne tardera pas à arriver, ils entreront dans le camp, les uns après les autres, sans protester. Il leur resterait, c'est vrai, la possibilité de s'échapper. Mais en réalité, la fuite est impossible. Un grand cordon militaire surveille les sorties derrière nous. Après avoir examiné durant un long moment le cadre général de notre camp, nous décidons, mon épouse et moi, de connaître le lieu où, par la force des choses, notre destin doit nous conduire. Don Ceferino et Peters préfèrent, quant à eux, rester encore sur l'esplanade pour observer le bouillonnement permanent de cette grande fourmilière. Nous profitons de l'arrivée d'une nouvelle colonne de réfugiés pour nous joindre à elle et marcher en direction du camp des Espagnols. Ce camp ne se voit pas de là où nous sommes. Il se trouve derrière celui des brigades internationales et pour l'atteindre, il faut longer la clôture du secteur des femmes. L'une d'elles, qui nous voit passer, s'adresse à Manola à travers le grillage barbelé. « Allez-vous là-bas avec votre mari ?»« Bien sûr que j'y vais. Pourquoi ?»« Parce qu'ils ne vous laisseront pas entrer. C'est seulement pour les hommes. Vous serez séparés. »« Oh non, ils ne nous sépareront plus, » dit Manola en me prenant la main. « C'est déjà suffisamment dur de devoir venir ici. Vous n'aurez pas le choix. Mon mari est là-bas aussi. Vous, ils vous mettront avec les femmes. » Des soldats approchent. Pour ne pas attirer leur attention, nous continuons à marcher avec les autres, bien que ralentissant pour ne pas trop nous approcher de l'entrée du camp des Espagnols. Un cordon espacé de bonnets rouges s'étend tout le long du trajet et les grandes baïonnettes scintillent à la lumière du soleil. Ici et là, de grands trous dans le sol destinés à accueillir les mitrailleuses. Et sur notre droite, on peut enfin voir le camp, un tableau d'une désolation impressionnante. Ni le moindre baraquement, ni la moindre tente, un simple terrain plat entouré d'une clôture. C'est tout. Le ciel et la terre, encadrés d'un immense châssis, d'un grillage métallique. Et sur le sol sablonneux, battu par le soleil et le froid, des milliers d'Espagnols, sans vêtements chauds, sans feu, sans patrie et sans toit. Triste fin d'épopée, comme le cœur se serre devant tant de misère. Je m'empresse de dire que le gouvernement français n'avait pas prévu que notre évacuation atteindrait le fabuleux chiffre d'un demi-million de réfugiés. Les camps aménagés n'ont pas suffi et il a fallu en ouvrir d'autres.
Il n'y a pas non plus assez de baraquements, il va falloir en construire rapidement. Les autorités françaises apporteront le bois nécessaire pour cela, et en ce qui concerne ce camp, les réfugiés eux-mêmes se mettront au travail. On dit que dans une semaine au plus tard, tout aura changé. Mais en attendant, que c'est horrible, que c'est terrible de se sentir jeté à terre comme un vulgaire animal abandonné, comme les nuits de ces pauvres gens doivent être dures, exposés à la pluie et au froid. Non, non, il ne faut pas rester ici. Il vaut mieux s'enfuir et repartir sur les routes à Perpignan ou ailleurs, mais loin de ce camp sinistre. Même si ce sera difficile, ça ne pourra pas être pire. En faisant discrètement demi-tour au milieu d'un bataillon de militaires qui se dirige vers le camp espagnol, nous parvenons finalement à revenir à notre point de départ. Quoi? Vous avez déjà vu le camp? Nous demande Avesilla. Oui, Don Seferino. Et ce n'est pas vivable. Nous refusons d'y entrer. Et aussitôt nous racontons à nos deux compagnons ce que nous avons vu. Ils nous écoutent tous les deux désolés, mais nous ne parvenons pas à les convaincre de fuir avec nous. Don Seferino est épuisé. Il ne veut pas faire un pas de plus. Par ailleurs, il pense que son épouse le réclamera en suivant. Il croit que d'ici 2 à 3 jours, il pourra prendre un train pour Paris. Ce n'est qu'une question de jours. D'ici là, je peux bien vivre n'importe où. Dès que je serai chez moi, je me prendrai un bain, je me changerai, je me reposerai après jusqu'à avoir complètement récupéré de l'effort de ces derniers jours. En attendant, je renonce à poursuivre l'aventure. Peters est du même avis. Personne ne l'attend en France. Et il sait que jusqu'à son retour en Tchécoslovaquie, il ne trouvera aucun refuge que celui des camps de concentration. Et moi, pense, conclut-il tristement, que quitte à vivre dans camp, celui-ci ou autre, c'est pareil. Et maintenant, moi être ici, alors moi rester à Saint-Cyprien. Inutile d'insister. Nous ne parvenons pas à vaincre son découragement. Mais après ce que j'ai vu, je ne suis pas disposée à me résigner. Avec une profonde émotion, nous nous séparons donc de nos deux compagnons, ultime lien avec notre caravane dissoute. Et nous partons inspecter les alentours afin d'étudier les possibilités d'évasion. De loin, une dernière fois, nous regardons Peters et Avesilla. Ils n'ont pas quitté leur place, tous deux tristement assis sur la valise du Tchécoslovaque. Ils continuent à regarder les allées et venues de la fourmilière. Non, non, je n'entre pas ici. Avant, j'essaye toutes les solutions. Et qu'est-ce que tu vas essayer? Tu crois qu'ils vont nous laisser sortir? On s'échappe. Soit, je suis d'accord, mais après? Comment ça après? Oui, pour circuler en France, il faut des papiers. Que va-t-on leur montrer aux gendarmes? Et ceci, en admettant qu'on puisse s'évader du camp. On ne sort pas d'ici aussi facilement. C'est vrai, camarade. Dieu soit maudit. À quelques mètres de nous, 2 militaires sont en train de discuter. L'un d'eux, au vu des taches d'huile qu'il porte sur son uniforme, doit être un chauffeur ou mécanicien. Ils n'ont pas plus de 25 ans. Soudain, une idée me vient à l'esprit et sans hésiter, je m'approche d'eux. Êtes-vous chauffeur, camarade? Oui, je le suis, de métier, dans l'armée. Ça n'a pas servi à grand-chose pour abandonner mon camion ici et dormir à la belle étoile. Voulez-vous vous échapper? Pourquoi me le demandez-vous? Je vous le demande à tous les deux. Eh bien oui, pour être sincère, répond mon compagnon, nous voudrions quitter cet enfer, mais c'est ce que nous disons. Pour circuler en France, il nous faut des papiers. Et vous ne les avez pas? Tout juste. Mais moi, je les ai. Surpris, ils me regardent tous les deux sans comprendre. Et je lis dans leurs yeux une légère méfiance que je m'empresse de rassurer. Je vous parle sérieusement. Allons discuter calmement dans un endroit tranquille. Voulez-vous? Peut-être que nous parviendrons à un accord. Assis par terre, discrètement dissimulés au milieu d'un groupe de camions, nous tenons une réunion secrète de laquelle va dépendre notre futur. Je m'arrête là quelques minutes, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste vous expliquer un tout petit peu l'arrivée là. On parle de camps de concentration. C'est pas tout à fait la même chose que les camps polonais tels que vous avez vus dans les livres d'histoire, du type d'Auschwitz, Birkenau, voilà, tous ces camps terribles où les juifs ont été internés et exécutés puis mis à mort dans certains camps qui n'étaient plus des camps de concentration mais carrément des camps de mise à mort ou des camps d'extermination. Ici, vous avez un camp de concentration
on appelle aussi des camps d'internement de population civile. Ce sont des camps qui ont été montés très rapidement parce que en quelques semaines à peine, 500 000 Espagnols se sont retrouvés sans foyer, sans abri et sont arrivés en France. Et on les a construits dans des villes que vous connaissez parfois assez bien, Argelès, Saint-Cyprien, je pense aussi au Cap d'Agde, à Gours, à Perpignan, toute la côte méditerranéenne et aussi dans les Pyrénées, parfois plus loin, on les a aussi envoyés vers la Vendée, ou parfois dans le nord de la France où ils ont été ensuite, pendant la guerre, sollicités pour construire le mur de l'Atlantique. Euh, les camps de concentration français ont des différences avec les camps espagnols, mais toujours cette privation de liberté. D'abord, la première différence, c'est que le mauvais traitement n'y est pas systématique, euh, contrairement à des camps comme Auschwitz. Le mauvais traitement est dû à des personnes qui abusent de leur autorité. Ça peut arriver, et ça arrive très largement, mais ce n'est pas une obligation imposée par le système. Autre chose, au début en tout cas, ils ont un peu à manger dans ces camps. Très vite, ils vont plus avoir grand-chose parce que le nombre dépasse largement les espérances et que les autorités françaises n'ont pas prévu et n'arrivent pas à subvenir à toute cette population. Les camps ne sont pas aussi bien organisés, on le voit dans cet extrait, que les camps polonais, puisqu'il n'y a pas de camp vraiment prévu. En fait, il faut se rendre compte de l'horreur dans laquelle ils arrivent, ces personnes-là qui sont épuisées, on l'a vu, par des jours de marche sans manger, en dormant très peu, dans le froid, dans la faim, en ayant tout perdu, leur famille, leur maison, leur vie, toutes leurs économies, n'ont plus rien. Et parfois, ils ont dû même abandonner leurs pauvres valises. Ils n'ont plus qu'un baluchon sur le dos avec plus de nourriture dedans. Et donc, ils arrivent près de la côte méditerranéenne, donc sur le sable. Et il n'y a rien, absolument rien qui est prévu pour eux, si ce n'est des barbelés et un grillage pour les entourer. Donc, on va les enfermer dans une espèce d'enclos, de parc, hein, comme des poules, comme des animaux, qui sera au bord de la mer. Dans d'autres récits, on décrit les terribles nécessités de faire leurs besoins quelque part, et donc c'est dans la mer. Donc certains récits de rescapés de ces camps que j'ai pu lire interdisent leurs enfants et leurs petits-enfants d'aller se baigner dans la mer en disant c'est sale, c'est là où tout le monde fait ses besoins. Triste souvenir de ce passage dans le camp. On a donc ces camps qui n'ont même pas de sanitaire, pas de baraquement, pas de maison, en fait vont devoir grandir au plus vite pour pouvoir accueillir ces personnes. Et ce sont les prisonniers eux-mêmes qui vont devoir construire leur propre baraquement, alors même qu'ils sont épuisés, qu'ils n'ont plus rien à manger, qu'ils sont quand même assez largement maltraités ou victimes de racisme. C'est une situation terrible, épuisante, désespérante, et nos personnages, là, refusent de s'y soumettre. Ils refusent d'être enfermés dans un camp sans être accueillis, et donc ils vont décider d'un plan d'évasion que je vous laisse lire, car il est assez étonnant, tout à fait théâtral, et assez drôle finalement. C'est incroyable qu'il fonctionne. Je vous laisse et nous partirons sur le... Vous lisez la fin du chapitre 13 et je commencerai seulement le chapitre 14. À tout à l'heure.